Nous sommes arrivés à l'hôpital le plus proche, moins d'une demi-heure plus tard. Le service des urgences prit immédiatement en charge Isabelle, qui fut envoyée au bloc opératoire. Nous sommes restés les trois, maman, Aurore et moi, à attendre désespérément des nouvelles pendant des heures. Ma petite sœur avait fini par s'endormir dans un fauteuil, trop secouée pour lutter. Mais maman et moi n'avons pas fermé l'œil jusqu'au retour des médecins. J'avais préféré ne pas revenir à la charge avec mes questions, et honnêtement, j'étais à ce moment trop inquiet et retourné pour réfléchir. Je me contentais de patienter en nous cherchant des vêtements secs et de la nourriture à la boutique de l'hôpital. L'opération dura toute la nuit et une bonne partie du lendemain. Maman passa une grande partie de ce temps à discuter avec des médecins et des infirmières, cherchant à savoir de quoi souffrait Isabelle et à quel point c'était grave. Moi, je restais auprès d'Aurore, qui dormait toujours, et j'observais par la baie vitrée l'orage qui semblait redoubler de violence au dehors. Vers midi, un homme en blouse s'approcha de nous et vint parler à maman, qui se leva. « Pardonnez-moi, êtes-vous madame Duquesne, la mère d'Isabelle Duquesne ?»« Oui, c'est moi. Qu'y a-t-il? Comment va-t-elle ?»« Ne vous inquiétez pas, elle va bien. Je suis le docteur Elfassi. C'est moi qui m'occupe de votre fille. J'ai besoin de vous poser quelques questions. »« Et ma fille, quand pourrais-je la voir ?»« Très bientôt, mais j'ai d'abord besoin de quelques informations, voulez-vous ?»« Très bien, c'est d'accord. » Le docteur Elfassi regarda un instant le dossier qu'il avait dans les mains avant de continuer. « À combien de semaines en était Isabelle, le savez-vous » À ces mots, ma mère se raidit et écarquilla les yeux d'étonnement. « Quoi ? De quoi vous parlez ?» Le docteur parut à son tour surpris de la réaction de maman. Il semblait un peu décontenancé, mais s'apprêtait à continuer. « Eh bien, pour tout dire... » Maman jeta un autre regard à Aurore, toujours endormie, et à moi, assis à côté d'elle. Puis elle se retourna et coupa le docteur Elfassi. « Pourrions-nous discuter un peu plus loin, docteur ?» Ils s'éloignèrent alors tous deux, mais pas assez pour que je ne les entende plus. En tendant l'oreille, je pouvais encore saisir l'essentiel de leur échange. En fait, il s'agissait presque d'un monologue, le docteur expliquant la situation à ma mère, qui se décomposait au fur et à mesure. Elle mit plusieurs fois la main devant sa bouche, et les larmes lui montaient aux yeux. À la fin, le docteur lui posa une main réconfortante sur l'épaule, tandis qu'elle fondait en sanglots. Et moi aussi, j'étais profondément horrifié par ce que je venais d'entendre. Le docteur avait expliqué qu'Isabelle venait de subir une fausse couche hémorragique, particulièrement dévastatrice, qui avait failli la tuer. Elle avait perdu beaucoup de sang, et ils avaient apparemment dû pratiquer un curetage utérin pour la sauver. Je ne connaissais pas ce terme, mais j'ai compris qu'il s'agissait d'une opération pour évacuer le contenu de l'utérus et stopper les saignements. Comment cela se pouvait-il ? Elle n'était pas enceinte hier encore, et aujourd'hui elle accouchait ? C'était impossible, et même Elfassi semblait troublé par l'apparente incompréhension de ma mère. En bon rationnel, il supposait qu'Isabelle avait fait un déni de grossesse et que la fausse couche était probablement due à un manque de suivi. Ma mère en était malade. Mais c'est la suite qui m'emplit réellement d'horreur. Le docteur avait l'air de ne pas être certain de devoir continuer, mais il décida tout de même de révéler les détails à ma mère. J'eus beaucoup de mal à ne pas défaillir. D'après lui, les chirurgiens avaient expulsé d'Isabelle plusieurs bébés mort-nés, souffrant tous de graves malformations et de lésions aussi atroces qu'inexplicables, excepté un. Malheureusement, ce dernier bébé s'était étranglé avec son cordon ombilical lors de l'opération, et ni les médecins ni les sages-femmes n'avaient pu le réanimer. En entendant ces mots, je frissonnais de dégoût et d'horreur. Non seulement la souffrance qu'avait vécue Isabelle et l'état dans lequel elle se trouvait à présent m'étaient insupportables, mais en plus, tous ces détails sordides m'étaient bien trop familiers pour ne pas m'emplir d'effroi. Lorsque l'on put enfin aller la voir,
Isabelle était dans un état proche du coma. Selon les médecins, l'épreuve avait été telle qu'il avait généré un trauma psychologique d'une rare violence. Nous avons alors appris qu'il avait fallu de multiples efforts pour endiguer l'hémorragie et réparer les tissus endommagés. Elle n'avait pas réouvert les yeux depuis l'opération, et les médecins ne savaient pas si cela arriverait un jour. Les fœtus difformes avaient été éliminés, mais le corps du bébé intact avait été emmené à la morgue. Voilà, cette histoire touche à sa fin. Je sais qu'elle est horrible et que certains la trouveront difficile à supporter, mais il fallait absolument que je m'en déleste, car les conclusions auxquelles j'aboutis, avec du recul, sont encore pires que tout ce que ma famille a pu traverser. Et je me dois de relater cette histoire. Mais elle comporte encore un dernier chapitre. Nous ne sommes jamais retournés dans notre maison, et on n'y retournera jamais. Ma mère nous a emmenés vivre pour un temps chez mes grands-parents. Nous n'avons jamais revu notre père. Il a disparu sans laisser de traces. La police a abandonné les recherches après des mois d'investigations infructueuses, et je pense que je ne le reverrai jamais. Ma mère commence à peine à l'accepter. Isabelle est toujours dans le coma. On prend soin d'elle du mieux qu'on peut, et son état s'améliore de jour en jour. Mais, même si elle se réveille, non, quand elle se réveillera, elle portera à vie les terribles cicatrices de ces événements. Et elle ne portera jamais plus d'enfant. Quand j'y repense, bon sang, elle n'avait rien demandé. Ma mère voulait d'abord que son bébé soit enterré au cimetière du village. Mais j'ai réussi à la convaincre de faire incinérer cette chose. Aurore est retournée à l'école la semaine passée. Elle ne parle plus. Plus depuis qu'elle a compris ce qui était arrivé à sa sœur. Elle s'est enfermée dans le silence et les psychologues ne sont pas optimistes. Elle a vu trop de choses. Il lui faudra du temps. Quant à moi, il me restait une chose à faire. Je suis retourné à la maison pour récupérer des affaires importantes, mais aussi pour une toute autre raison. J'ai emprunté la voiture de mon grand-père et je me suis garé devant la maison. J'ai récupéré ce que j'étais venu chercher, dans la maison encore souillée de sang séché. Puis je me suis attelé à ma dernière tâche. Au fil du temps, incrédulité, peur, angoisse et dégoût s'étaient mués en une colère dirigée. Je savais qu'il était encore là. J'ai déambulé dans les allées du jardin, envahi de végétation sauvage, laissant les rayons du soleil d'été me caresser le visage. Les insectes voltaient en bourdonnant tout autour de moi, s'affairant au milieu des bosquets de marguerites et de jonquilles. J'entendais une multitude de chants d'oiseaux provenir des arbres touffus du pré laissés à l'abandon. La mousse étrange et livide s'était étendue et semblait de plus en plus recouvrir les troncs. Je contournai la maison et passai devant le vieux poulailler, à présent recouvert de lierre. Je passai doucement le long de la clôture du pré et aperçus 8 monticules recouverts d'herbes parfaitement alignés dans la pâture. C'est alors que j'ai ressenti ce que j'attendais. Plus aucun son. Les oiseaux, les insectes, même le vent dans les feuilles s'était tu. La lourdeur de l'air s'abattit sur moi, et je le vis, sortant d'entre 2 buissons, avec sa démarche étrangement chevaline, auguste. Mais cette fois, j'étais prêt. Je sentais une angoisse insondable qui tentait de m'étouffer, mais je parvins à la réprimer. Je fis un pas en direction de l'animal qui m'observait attentivement, puis un autre, puis encore un autre. Alors, le bouc sembla perturbé. À son tour, il recula d'1 pas, mais j'étais maintenant assez près.
Je bondis sur lui et parvins à l'immobiliser, malgré ses gesticulations, en le jetant à terre sur le flanc et en lui posant un genou sur la gorge. Quand il vit qu'il ne pourrait se dépêtrer de mon étreinte, il se mit à bêler plaintivement, comme un agnelet fragile et apeuré. « Ça ne prend plus maintenant, saloperie !» ai-je lancé, à l'adresse du bestiau, en tâtant dans la poche de ma veste pour en sortir un long couteau de chasse. Les bêlements se turent alors, et les yeux du bouc vinrent se plonger dans les miens. Je ne sais pas à quel point ce que j'ai vécu était réel ou un délire de mon esprit. L'intensité du regard d'Auguste tentait de me transpercer le cerveau, et j'avais la plus grande des peines à ne pas m'enfuir de terreur. Le temps se suspendit. Un silence insupportable s'abattit autour de nous. Puis, avec une horreur indescriptible, je perçus une voix grave, inhumaine, s'élever péniblement du gosier de la bête pour former des mots. Par la fin. Je ne laissai pas le temps à mon esprit d'analyser ce que je venais d'entendre. J'empoignai fermement le couteau et tranchai d'une traite la gorge de l'animal qui se mit à émettre des bêlements et des gargouillements pitoyables en se vidant de son sang. Je me relevai et le laissai là, incapable de se remettre sur ses pattes, agité de spasmes répugnants alors que la vie quittait son corps à grandes giclées. Je regardai ce spectacle jusqu'à la fin, jusqu'au dernier sursaut de vie d'Auguste. Je suis resté ainsi un long moment, debout devant le cadavre exsangue, et ne m'autorisai à le quitter des yeux qu'en entendant à nouveau le vent dans les feuilles, les insectes dans les airs et les oiseaux dans les arbres. Si ordure, c'est la fin, murmurai-je dans un soupir. Je ne serai plus jamais le même. Les mots impies résonneront toujours dans mon âme, et je ne connaîtrai sans doute jamais leur sens. Mais un sentiment de soulagement m'avait également envahi. Un sentiment d'accomplissement, comme si on m'ôtait un lourd poids des épaules. Je ne comprends pas ce qui nous est arrivé, et je m'en fiche à présent. Mes proches auront besoin de mon soutien, et je veux juste avancer, passer à autre chose. Dans le fond, je crois qu'il est préférable que le hasard décidât de ne pas laisser vivre le seul bébé viable de ma sœur. Car maintenant au moins, je sais que le sang sur mes mains suffit pour mettre fin à la malédiction du bouc noir.